Moi, j'essaie dans la vie de tous les jours d'être très naturel. C'est une philosophie de vie, hein, donc que j'applique pas uniquement dans le travail, je l'applique dans la relation que j'ai aux autres, qui est une relation qui se veut simple, hein, étant moi-même issu d'un milieu qui n'était pas un milieu défavorisé, mais un milieu assez modeste, hein, où j'ai été élevé avec un sens du partage, de la tolérance, et puis surtout de l'écoute des autres. Hein. On apprend beaucoup à écouter les autres, et donc les règles que je m'applique dans la vie personnelle, dans la vie privée, dans mes relations amicales, je les décline dans mes relations professionnelles. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est beaucoup d'accessibilité, j'essaie d'avoir, je suis naturel, j'ai un sens du contact que je ne cultive pas, je développe simplement dans mon entourage professionnel ce que je fais à l'extérieur. Donc c'est vrai que j'ai tendance à appeler mes collaborateurs le plus souvent possible par leur prénom. Je suis toujours un peu plus pudique sur le tutoiement, voilà, je suis toujours un peu plus pudique là-dessus, mais voilà, j'appelle effectivement les gens par les prénoms. J'essaie d'avoir une relation qui est une relation plutôt décontractée, mais ce qui n'empêche pas que ce soit néanmoins une relation assez exigeante. Hein. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui suis exigeant vis-à-vis de mes collaborateurs, presque autant que je le suis pour moi-même. Donc voilà, la décontraction dans la relation humaine n'empêche pas et n'exclut pas une certaine forme de rigueur. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a souvent fait remarquer, d'avoir quand même le souci, non pas du détail, hein, mais de l'exhaustivité dans ce qui peut m'être soumis, enfin ce qui peut m'être montré à voir dans le fonctionnement des différents services que j'ai occupés, mais et en même temps d'essayer quand même de développer une stratégie, parce que sans stratégie, on reste dans le tunnel, pour reprendre l'expression que vous avez employée. Je crois que les postes que j'ai occupés, et notamment mes postes de préfet, puisque j'en suis à mon 3e poste, qui ont été tous les 3 dans la sécurité, sont des postes à la tête de structures qui étaient par définition très opérationnelles. À la fois comme numéro 2 à la préfecture de police de Paris, auprès du préfet de police qui était à l'époque Bernard Boucaud. Donc j'avais un rôle un peu de coordonnateur, de tour de contrôle de tous les dossiers, y compris les dossiers opérationnels. Donc j'étais dedans, je n'avais pas le choix. Comme préfet de police des Bouches-du-Rhône, c'était exactement la même chose, avec la responsabilité de la sécurité et de l'ordre public sur le département, bien sûr efficacement secondée par un cabinet, et puis surtout des chefs de gendarmerie et des chefs de police qui étaient des personnes tout à fait remarquables. Mais j'étais dedans, j'étais quand même dans l'opérationnel. Et puis ici, à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est la même chose. Nous sommes dans une direction qui est très 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 opérationnelle. Donc moi, j'ai ce besoin, cette nécessité de savoir ce qui se passe d'un point de vue opérationnel, aussi parce que j'en réponds. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté opérationnelle, si une action ne se passe pas comme on le souhaite, il n'y a qu'un responsable dans cette maison, c'est moi. Donc tant qu'à être responsable, autant être informé bien évidemment de ce qui se passe et des décisions à prendre et de les assumer. Ensuite, ça n'empêche pas, le leader, le chef, il ne doit pas, le fait de s'intéresser à l'opérationnel et d'avoir un souci peut-être parfois de l'exhaustivité dans l'information dont on a connaissance, ne doit absolument pas nous empêcher d'avoir une vision stratégique. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire être en mesure d'anticiper l'endroit où on veut aller avec sa direction, en fonction du monde qui nous entoure, de ce qui se passe dans les autres services, de l'état de la menace, de l'évolution de la menace. Il faut aussi qu'on soit dans l'anticipation et dans la stratégie. Ça suppose quand même d'avoir des temps de respiration. Il y a des moments où on se dit, je réfléchis, où est-ce qu'on veut aller ? Nous, on a eu, depuis que j'ai pris la tête de ces directions, on a pris un certain nombre d'orientations assez fortes dans des domaines tels que le cyber, hein, encore une fois en respectant la règle du secret qui s'attache à moi. On en parlera tout à l'heure dans la coordination également, hein, donc dans l'animation des autres services en matière de lutte antiterroriste. Voilà, et d'une manière plus générale, dans la coordination de cette maison, on a pris un certain nombre de décisions, j'ai pris un certain nombre de décisions en essayant de les faire le plus partagées possible, ce qui est toujours important, essayer de faire partager les décisions qu'on prend pour amener vos collaborateurs à finalement se dire c'est peut-être, allons-y, c'est sans doute une bonne idée. Donc ces décisions stratégiques, il faut qu'on puisse les prendre, il faut avoir le temps pour ça de la réflexion, et c'est vrai que, mis bout à bout, entre le caractère opérationnel et quand on veut donner une dimension stratégique à son action, ça prend beaucoup de temps. Et donc, tout ça, ça veut dire que je travaille énormément, mais
on est toujours entouré de collaborateurs, hein, notamment sur les aspects opérationnels, qui sont, comme ici à la DGSI, des collaborateurs remarquables, et que l'on peut également consulter, bien évidemment, sur la stratégie. Un chef qui se lance dans une stratégie qui n'est pas partagée, il est voué à l'échec. Il faut faire partager ses stratégies. Moi, pour les orientations que j'ai données à cette maison depuis ma prise de poste, il m'a fallu de longs mois pour observer, écouter et essayer d'orienter une maison. Moi, je ne crois pas aux gens qui, quand ils prennent un poste, changent tout. Je ne crois pas que je n'ai jamais cru à ces solutions. Il peut vous arriver, quand vous prenez une structure, que votre hiérarchie vous demande de la réformer, parce que vous êtes nommé pour la réformer tout de suite, parce qu'il y a eu des dysfonctionnements, parce que... Moi, c'était pas le cas à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui était très bien gérée avant. Il n'y avait pas de difficulté, donc on a le temps d'observer, on se met dans les pas de son prédécesseur, et puis si on veut donner sur certains aspects d'autres directions, on le fait. C'est ce que j'ai fait. Mais je ne crois pas du tout, et j'ai même une forme de méfiance vis-à-vis des chefs, des responsables, qui, par principe, veulent changer quelque chose. Encore une fois, je mets de côté le cas où votre autorité hiérarchique vous demande de réformer un service. Là, c'est votre mission, et vous le faites. Mais le faire spontanément, d'initiative, parce qu'on veut impulser une marque, hein, j'ai toujours beaucoup de méfiance. Je crois que la capacité que doit avoir tout chef, c'est d'abord de faire la même chose que ce que faisait son prédécesseur dans un premier temps, d'observer et d'analyser les dysfonctionnements, s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours. Moi, je n'ai pas constaté de dysfonctionnement à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, mais j'avais envie de donner une dimension peut-être un peu plus stratégique. Alors, le recueil de l'information, c'est fondamental. Hein, donc, je pense qu'il faut toujours, en tout cas c'est ce que je fais, donc là je ne parle plus d'organisation d'une structure, hein, quand on prend la tête d'une structure, si moi je ne suis pas enclin, comme je l'expliquais à l'instant, à tout changer, tout modifier, je suis par contre enclin à demander le maximum d'informations au départ pour voir ce fonctionnement, justement pour pouvoir l'analyser. Et la meilleure des façons, c'est de demander à avoir le maximum d'infos. Bien sûr, on risque de se noyer si on en a trop, mais au moins on peut trier dans un premier temps, se dire ça j'en ai besoin, ça j'en ai pas besoin. Voilà. Avoir de l'information pour un supérieur, c'est quelque chose de très important, et donc ça repose sur la confiance, hein, qu'il faut accorder à ses collaborateurs pour faire remonter cette information de manière assez systématique, et puis ensuite, au fur et à mesure, de même, ils comprennent ce dont vous avez besoin, et il y a un petit peu un tri naturel qui se fait dans l'information qui vous remonte. Moi, je n'observe pas ici à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure de rétention d'informations qui ne me seraient pas données. Quand bien même ce serait le cas, je suis d'un naturel, d'un abord assez simple, et donc quand je rencontre des collaborateurs dans ma direction, dans les étages ou en toute occasion, on discute toujours. Et je me rendrai très vite compte si on me cachait des choses, parce que vous avez toujours des personnels qui sont très fiers, et ils ont raison, vu l'importance du travail qu'ils font, notamment dans une direction comme la nôtre, totalement tournée vers la sécurité de nos concitoyens. Donc moi, j'ai des collaborateurs qui sont très fiers de ce qu'ils font et qui donc racontent leur mission. Et il m'arrive, mais c'est très très rare, hein, je vous rassure, c'est très très rare de découvrir une action, je me dis tiens, ça j'en ai pas entendu parler, ça aurait mérité que voilà. Mais voilà, le circuit d'information tel que je l'ai organisé, il est maximal. Hein. C'est pour un chef de service, c'est fondamental, et pour un chef de service de renseignement, ça l'est encore plus. Hein, il faut que l'information remonte, puisque cette information que nous recevons, elle peut être soit porteuse d'une menace, ou tout simplement d'une information sensible qu'il faut porter à la connaissance du pouvoir politique. Donc la remontée d'infos, c'est presque inhérent, enfin, c'est consubstantiel au fonctionnement d'un service de renseignement. Alors, la coordination, dans une direction comme la mienne, où nous sommes donc une direction de police, une direction opérationnelle, qui travaille sur ce qu'on appelle d'une manière générale le haut du spectre, c'est-à-dire en matière de lutte antiterroriste, sur des individus donc plutôt dangereux, qui travaille sur l'espionnage, l'ingérence, sur des dossiers extrêmement sensibles. Moi, je suis dans une direction où moi-même, mais aussi l'ensemble de mes collaborateurs à leur niveau, qui sont en général, pour la plupart d'entre eux, des fonctionnaires de police, hein, donc des hauts cadres de la police nationale, nous sommes plutôt dans le trip, on décide quand même, hein, on tranche, on décide. Bon. Ça ne nous empêche pas, c'est l'autre volet de notre action, en matière de coordination, puisque nous sommes chefs de file dans un certain nombre de nos thématiques, où nous travaillons avec les autres services de renseignement, ou d'autres services de police judiciaire, hein, pas qu'en matière de renseignement, des services de renseignement national, ou des services de renseignement international, c'est pas le mot, qui travaillent à l'extérieur. Je pense notamment à la DGSE, pour citer notre partenaire privilégié principal. Cette coordination,
elle fonctionne sur un autre mode. Là, on n'est plus dans la décision, on est dans l'échange d'informations, dans le fait de se fixer des orientations collectives, et là, on travaille d'une autre façon. C'est-à-dire que le dispositif qui a été mis en place, qui vaut d'une manière générale. Le président Macron, quand il a été élu, a souhaité que les services de renseignement, c'était une de ses premières décisions, il a créé une coordination nationale au renseignement, qui s'assure que tous les services travaillent ensemble, qui définit dans chaque thématique du renseignement des orientations à caractère stratégique, à charge pour nous, services de renseignement, de les mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel, et bien évidemment en échangeant les uns avec les autres. Et cette coordination, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit le plus partagée. Il faut que chaque service la ressente comme un bienfait, plutôt que comme une contrainte. Et là, c'est un objectif fort que nous avons, de travailler ensemble, de mieux travailler ensemble. Je crois que nos autorités politiques ne supporteraient pas qu'il y ait une faille dans l'échange d'informations, dans un manque de coordination en matière de lutte antiterroriste, mais pas que, encore une fois, mais pas que. Et donc, c'est ce que nous faisons. Alors, la coordination, telle que nous la mettons en place, pour donner un exemple, en matière de lutte antiterroriste, où le Premier ministre a annoncé, il y a 2 mois maintenant, ici à la DGSI, la mise en place d'un dispositif de coordination opérationnelle exercé par la DGSI. Cette coordination, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit, encore une fois, partagée. Donc nous réunissons très régulièrement l'ensemble des services pour faire adhérer à une espèce de doctrine commune de ce que doit être l'échange d'informations, très concrètement. Pour parler de lutte antiterroriste, quel type de menaces nous devons partager, quel type d'objectifs, d'individus nous devons évoquer de manière collective pour essayer de trouver une orientation à ce dossier. Et voilà, donc là on est un peu plus dans la discussion. Mais à un moment il faut trancher. Donc, et la responsabilité aussi du coordonnateur opérationnel, c'est un moment de dire à un service, ou de dire à un préfet de département, puisque c'est vrai que dans les départements, les préfets suivent le dispositif de la coordination opérationnelle, le dispositif de la lutte antiterroriste, ça peut être de dire, sur ce dossier-là, nous demandons qu'il y ait cette orientation. Donc à un moment, il faut trancher, mais cette coordination, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit partagée par le plus d'acteurs possible. Moi, j'ai une forme de management qui est un management qui se veut plutôt participatif, mais aussi dans le sens de l'adhésion. Moi, je recherche plus l'adhésion que d'imposer ou de convaincre. C'est plus l'adhésion à partir d'un cap qui est clair, qui est défini, et essayer de le faire partager au maximum de collaborateurs. Donc c'est plutôt la façon dont je vois les choses. Encore une fois, c'est chez moi une philosophie, donc essayer de rechercher l'adhésion, ça veut dire qu'on est prêt à écouter des critiques d'un certain nombre, des critiques ou des propositions d'un certain nombre de collaborateurs qui vont vous dire non, là on voit les choses différemment, et ça il faut qu'ils osent le faire. Donc quelqu'un qui abordera un certain nombre de réformes de manière trop autoritaire, en ayant un certain nombre de certitudes et qui n'écouterait pas les autres, à mon avis serait confronté à de graves difficultés, parce qu'il n'y a rien de pire, et notamment dans les métiers qui sont les nôtres, dans les métiers de la sécurité, que ceux qui sont en dessous de vous n'osent pas vous dire les choses. Donc ça c'est vrai pour le renseignement, mais c'est vrai aussi en matière dans des questions que j'ai bien connues, de sécurité publique, voire d'ordre public. Sur des gestions d'ordre public, il faut écouter ceux qui savent, qui connaissent, et qui peuvent vous donner des conseils importants. Et si vous êtes sur une posture de chef qui décide et qui impose, ces gens-là ne vous parlent plus. Et quand vous êtes dans l'erreur, eh bien vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Et quand je dis parler, vous savez, moi j'ai connu des réunions où on préparait des événements d'ordre public majeurs, notamment à Paris ou à Marseille, donc à Paris sous l'autorité du préfet de police, à Marseille sous ma propre autorité et bien sûr celle du ministre, où on prépare des réunions. Vous savez, quelqu'un qui vous parle, quand vous sentez que vous êtes dans l'erreur, il n'y a pas besoin forcément qu'il s'exprime, ça peut être un regard. Ça peut être un regard où vous savez que ce que vous êtes en train de dire, vous sentez que, et à ce moment-là, vous donnez la parole au collaborateur qui vous paraît douter, vous lui dites, mais on est d'accord, on fait comme ça, et généralement la personne va s'exprimer, va vous dire peut-être que, attention, il y a 2 ans, on avait essayé ça n'a pas fonctionné de la bonne façon, peut-être que si on approche trop les forces de l'ordre, pour prendre un exemple sur une manif, on risque d'avoir des incidents, il faut peut-être savoir garder un peu de distance, voilà. Et ça, si vous ne mettez pas vos collaborateurs en situation de vous l'expliquer, et d'oser vous l'expliquer surtout, d'oser vous l'expliquer, vous êtes forcément, vous êtes beaucoup plus fragile, en ce sens que vous êtes beaucoup plus sujet potentiel à commettre des erreurs. Donc voilà, moi j'essaie de donner le maximum la parole,
Quand il faut décider, je décide. Hein, je n'ai absolument pas d'état d'âme à prendre des positions quand je pense qu'elles sont bonnes, mais il faut vraiment, et c'est une forme de management important pour moi, donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, écouter tout le monde, voilà, au maximum. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'il y a eu, j'en suis sûr, dans la nomination d'un certain nombre de responsables du renseignement, il y a eu un certain nombre de changements des responsables de renseignement, notamment pour les 2 grandes directions, puisque les 2 prédécesseurs partaient en retraite, après avoir connu ce qu'on a connu pendant 5 ans, et qu'ils ont été à la tête des services de renseignement dans des périodes extrêmement difficiles. Donc il y a eu une volonté dans le choix des responsables du renseignement, des 2 principaux services de renseignement, et puis aussi dans le choix de la coordination nationale, de nommer des personnes qui connaissaient bien évidemment les sujets de la sécurité du renseignement, et qui par ailleurs avaient des personnalités qui étaient en capacité de travailler les unes avec les autres. Ça a été quelque chose, c'est presque une alchimie, hein, donc une alchimie. Parce que le management, c'est aussi ça. C'est aussi de mettre des gens en situation de travailler ensemble quand on sait qu'ils vont pouvoir s'entendre et qu'ils vont être en capacité de travailler ensemble. Et je crois que c'est le cas de l'équipe des principaux responsables du renseignement français en ce moment, au moment où on se parle. Ce sont des gens, je pense, pour les côtoyer au quotidien, je ne parle pas de moi, hein, je parle des autres, là, qui sont des gens extrêmement compétents, de grands professionnels, et surtout qui ont des grandes capacités d'écoute et qui travaillent ensemble. Il n'y a pas de guerre des égos, et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qui a produit cette alchimie qui est quand même extrêmement constructive. Ce que je sais, c'est que moi, dans mon engagement professionnel, j'ai à la fois ce souci du détail, d'être informé, de connaître, de regarder les dossiers en profondeur, et ce souci d'essayer de garder quand même la tête hors de l'eau et de pouvoir regarder où on va, et d'essayer de trouver des axes d'orientation pour le service. Ça peut être une collaboration avec un autre service parce qu'on sent qu'il est en train de gagner des parts de marché dans son domaine et qu'on a besoin de trouver nous aussi notre place, donc ça peut être de proposer une collaboration, ça peut être d'investir un domaine où on sent que les technologies évoluent autour de nous, où on sent que la menace évolue de manière différente et plus présente. Voilà, il faut toujours essayer de s'organiser pour anticiper, encore une fois, ça n'est pas exclusif du souci de rentrer dans le détail. Moi, je me souviens quand j'étais secrétaire général d'un département qui s'appelait la Haute-Saône, qui s'appelle toujours la Haute-Saône, qui est un département fabuleux. C'était mon premier poste de sous-préfet. J'avais un directeur de l'action interministérielle de l'État, qui est maintenant à la retraite, qui, quand j'avais quitté mes fonctions, m'avait dit qu'il avait été impressionné à la fois par mes capacités de rentrer dans les dossiers et ma capacité à développer toujours une vision stratégique. Voilà, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. On ne me l'a plus jamais fait depuis, mais c'était un très beau compliment et j'essaie de m'attacher à toujours être d'avoir ces 2 jambes. C'est pas facile, parce que rentrer dans les dossiers, vouloir voir beaucoup de choses, ça prend beaucoup de temps. Y avoir une stratégie, ça suppose aussi de prendre le temps de la réflexion, donc c'est aussi beaucoup de temps. C'est pas facile, mais j'essaie de concilier, enfin de m'appuyer sur ces 2 jambes, mais ces 2 jambes, dans chacune des 2 jambes, dans les muscles de ces 2 jambes, il y a bien évidemment tous les gens qui m'entourent, et heureusement, qui nous alimentent et qui nous aident à bâtir des stratégies. C'est de la simplicité, je suis vraiment quelqu'un de très simple. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, ou ils s'en rendent compte mais peuvent avoir l'impression que c'est joué finalement, en disant ouais, c'est une forme de démagogie, donc ça c'est rarement arrivé, ça a pu arriver, j'en ai beaucoup souffert d'ailleurs, je trouve ça extrêmement injuste. Je ne me force pas à être simple, et puis c'est l'humanisme surtout, c'est de me dire que je ne fais aucune différence entre ceux qui peuvent être dans la hiérarchie au plus près de moi et ceux qui sont dans la structure et qui sont à des grades plus modestes. Je ne fais aucune différence. Pour moi, ça c'est une vraie dimension humaniste. Alors là, c'est quelque chose que je ne céderai jamais là-dessus. Je préfère quitter mes fonctions qu'on me demande de renoncer à cette approche des gens. Voilà, c'est peut-être ça que dont les gens se rendent moins compte, c'est que pour moi, quelqu'un qui va me parler et qui a quelque chose à me dire, je veux toujours rester accessible. Voilà, c'est compliqué parce qu'on a un emploi du temps qui est chargé, parce que
on doit avoir beaucoup de gens, qu'on n'a pas toujours le temps à consacrer. Mais moi, rien ne remplacera jamais l'échange que je peux avoir avec ici, à la DGSI, un contractuel, un agent administratif, un gardien de la paix qui exerce des missions fondamentales. Pour nous, on ne serait rien sans ces gens-là. Moi, j'ai besoin de ce contact. Et pour moi, très honnêtement, c'est quelque chose qui se voit sans doute pas, mais je ne fais aucune différence entre les gens. Voilà. Il y a dans le fonctionnement au quotidien, bien sûr, il y a des intermédiaires, il y a des hiérarchies qu'il faut respecter, mais dans la discussion et dans le rapport avec l'autre, moi je ne fais pas spécialement de différence. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important. Je pense que ça, c'est une forme d'humanisme. Moi, je suis profondément à la fois simple et humaniste. Et ça, c'est vraiment des vertus oui, ça fait partie intrinsèquement de ma personne, et c'est quelque chose sur lequel je ne céderai jamais. Qu'on ne me contraindra pas, dit autrement. Je ne souhaite pas qu'on me contraigne à renoncer à cette façon d'être. Ce serait pour moi me renier. Mais voilà, j'ai pas le sentiment d'avoir pris une décision qui a été peut-être plus importante qu'une autre dans l'ensemble de ma carrière. En fait, c'est une somme de décisions en continu qui font qui font un tout, quoi. Moi, j'ai pas franchement, ressortir une décision. Alors, je pense que certains de mes collègues ont eu à prendre ce genre de décision quand sur un forcené qui peut être retranché, ou sur, bien évidemment, un attentat. Hein. Donc, quand on donne l'ordre d'intervenir, je me souviens, moi je n'étais pas en responsabilité, j'étais numéro 2 à la préfecture de police de Paris. Bien sûr, quand le préfet Boucaud demande à la BRI de la préfecture de police de Paris, qui était secondée et appuyée par le RAID, d'intervenir dans l'hypercachère, c'est une décision dont il doit se souvenir. Enfin, je le connais bien, je sais que c'est une décision importante pour lui. Mais moi, je n'ai jamais été en situation de prendre moi-même cette décision, hormis bien sûr des interventions du RAID sur des forcenés retranchés, mais dans des cas qui étaient beaucoup moins dramatiques. Je ne connais pas très bien le monde de l'entreprise, même si j'ai une sœur jumelle qui a fait une école de commerce, qui a fait l'école de Lyon, qui est une école qui à l'époque était assez, qui l'est toujours, je crois, assez réputée. Donc j'ai moins cette expérience. Moi, le conseil que je donnerais, je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences dans la façon de manager entre le public et le privé. Je ne vois pas pourquoi il y a des différences, bien évidemment, parce que nous sommes confrontés à des personnels qui, pour la plupart, ont un statut ça peut être différent dans le management sans doute, mais dans l'adhésion au projet, dans la conduite de projet, dans la stratégie qu'on veut donner, moi je vois pas trop de différence. Donc le conseil que je leur donnerais, c'est d'essayer d'avoir toujours cette dimension, d'être rigoureux, d'être engagé, impliqué dans les dossiers, une dimension de travail. Moi j'ai une force de travail qu'on décrit souvent comme très forte, mais c'est aussi une façon de se rassurer, de s'engager de manière forte dans le travail, et puis de ne jamais perdre de vue cette dimension humaine. C'est-à-dire que les personnes qui nous entourent sont des gens qui ont besoin aussi qu'on s'intéresse à eux, et on a toujours à gagner à s'intéresser aux gens, puisqu'ils nous apportent presque autant qu'on le leur donne. Donc voilà, moi le conseil que je donnerais, c'est de rester humain en toutes circonstances, et de penser de ne jamais oublier qu'on est entouré de gens qui ne peuvent que nous aider finalement, et qui ont aussi besoin qu'on s'occupe d'eux. Moi, les questions, la relation humaine, c'est quelque chose que je mets au-dessus de tout, et encore une fois, c'est quelque chose pour moi qui est assez fondamental.